Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Un drone à 500 $, un baril de pétrole à 106 $ et un seul ordre présidentiel ont transformé le détroit d'Ormuz en point de pression de l'économie mondiale. Le matin du 23 avril 2026, aux 54 jours de l'opération Epic Fury, le président Donald Trump a publié sur Truth Social un message qu'aucun président américain en fonction n'avait jamais publié dans toute l'histoire de la marine américaine. 7 mots. J'ai ordonné à la marine américaine de tirer et de tuer tout bateau, aussi petit soit-il, tout petit bateau, dans le détroit d'Ormuz immédiatement. Comme d'habitude, la formulation est arrivée avec toute la subtilité d'un rassemblement de campagne compressé dans un ordre naval. Cet ordre n'a pas été lancé dans le vide. Il est arrivé 14 heures après que des vedettes rapides des gardiens de la révolution iranienne eurent approché 3 navires commerciaux dans le détroit, après que le CGRI eut saisi 2 de ces navires sous la menace des armes, et après que le Brent eut déjà dépassé les 100 $ le baril pour la première fois en 2 semaines. Il est arrivé 4 jours après que l'USS Provence, un destroyer lance-missile, eut tiré sur un cargo battant pavillon iranien, de la taille d'un porte-avions, dans le golfe d'Oman, ouvrant une brèche dans sa salle des machines et l'arraisonnant avec des marines américains. Il est venu d'un président qui menait un cessez-le-feu avec l'Iran. Un cessez-le-feu que l'Iran avait déclaré vide de sens parce que le blocus naval américain des ports iraniens se poursuivait. Dans l'univers Trump, apparemment, un cessez-le-feu peut coexister avec un blocus, à condition que l'annonce ait l'air assez ferme. Et ces 7 mots, adressés à la marine la plus puissante du monde pour tirer et tuer à vue, étaient eux-mêmes une réaction à quelque chose qui se déroulait discrètement et obstinément depuis des semaines. La marine conventionnelle iranienne avait été en grande partie détruite par les frappes américaines et israéliennes dans les premiers jours de la guerre. Les destroyers, frégates et sous-marins que l'Iran avait construits pendant 30 ans gisaient soit coulés, soit endommagés dans les ports le long du littoral iranien. Selon tous les critères navals conventionnels, les États-Unis avaient obtenu la domination de la voie maritime du golfe Persique dès la première semaine de l'opération Epic Fury. Mais il existait une deuxième flotte, une flotte qu'aucune frappe de précision ne pouvait entièrement neutraliser, une flotte composée de centaines de petites embarcations rapides et agiles pouvant atteindre des vitesses supérieures à 100 nœuds, une flotte armée des mêmes drones Shahed qui ont désactivé les systèmes de navigation de pétroliers de la mer Rouge jusqu'au détroit d'Ormuz, une flotte qui n'opère pas à partir de bases navales, mais depuis des villages de pêcheurs, des installations côtières dissimulées et des positions camouflées le long de la côte nord iranienne d'Ormuz, large de 30 000. C'était une flotte si difficile à suivre, avec les méthodes de ciblage conventionnelles, que le rapport du Centre d'études stratégiques et internationales, le CSIS, d'octobre 2025 l'avait précisément identifié comme le plus grand avantage naval asymétrique de l'Iran, la flotte moustique iranienne. Et cette semaine, elle est passée à l'action. L'histoire complète porte sur ce qui s'est produit, sur le moment où cela s'est produit, sur les conséquences financières et géopolitiques, et surtout sur ce que signifie cet ordre présidentiel de 7 mots pour chaque investisseur, chaque entreprise et chaque Américain qui regarde les prix du pétrole se maintenir au-dessus de 100 $, pendant que les pourparlers de paix à Islamabad ne tiennent qu'au fil le plus mince de l'histoire de la diplomatie américaine. C'est la partie que les slogans de dur à cuire n'arrivent jamais tout à fait à faire entrer sur une casquette. Le contexte compte, parce que la plupart des couvertures médiatiques n'ont pas réussi à l'établir complètement. Sans ce contexte, les détails des 72 dernières heures ressemblent à des incidents isolés plutôt qu'à la séquence d'escalade qu'ils représentent. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé une campagne de frappe conjointe contre l'infrastructure nucléaire iranienne, les installations de production de missiles et les réseaux de défense aérienne. L'Iran a donné à sa riposte le nom d'opération True Promise 5 et en quelques heures a lancé des centaines de drones Shahed et de missiles balistiques contre des alliés des États-Unis et des installations militaires américaines dans tout le golfe Persique. La base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, la base aérienne Ali Al-Salem au Koweït, la base aérienne Al-Dafra aux Émirats arabes unis, Riyad dans la province orientale de l'Arabie saoudite, ainsi que le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine à Manama, au Bahreïn, où 2 terminaux de communication satellite Satcom-N GSC 5-2B ont été frappés par des missiles balistiques iraniens, les détruisant et laissant de la fumée s'élever au-dessus de la base dans des images diffusées partout dans le monde. La première flotte, la marine de surface conventionnelle de l'Iran, n'a pas survécu à la première semaine. Les groupes aéronavals américains et les moyens de frappe de précision ont détruit ou neutralisé les destroyers, les frégates et les plus grands navires qui constituaient la capacité maritime conventionnelle de l'Iran. Le Shahed Bagheri, le porte-drones iranien le plus avancé, un porte-conteneurs converti pouvant aussi lancer des missiles anti-navires, a été ciblé et lourdement endommagé. À la fin de la première semaine, les navires de surface iraniens capables de défier des destroyers américains en haute mer avaient été effectivement éliminés. Ce qui restait, c'était la flotte moustique. Les forces navales du corps, des gardiens de la révolution islamique, une structure de commandement complètement séparée de la marine régulière iranienne, avaient passé 20 ans à construire une capacité précisément conçue pour contrer les avantages de la marine américaine.
De petits bateaux de type cigarette équipés de puissants moteurs hors-bord peuvent atteindre plus de 100 nœuds selon les affirmations militaires iraniennes. L'Iran est considéré comme possédant l'un des plus grands stocks de mines marines au monde. Des missiles anti-navires lancés depuis la côte peuvent être tirés à partir de positions camouflées, difficiles à frapper sans causer de pertes civiles. Et puis il y a les drones, des centaines de milliers de drones de type Shahed qui coûtent environ 500 $ à fabriquer et qui peuvent mettre hors service un pétrolier de 200 millions de $ avec une frappe directe sur ses systèmes de navigation, ou ça sale les machines. La stratégie de la flotte Moustique est passée d'une capacité asymétrique théorique à la réalité opérationnelle qui a déclenché l'ordre de Trump du 23 avril selon un schéma en 4 étapes. La première étape est la phase de développement stratégique. L'Iran a développé la doctrine de la flotte Moustique, précisément en réponse à la leçon de l'opération Praying Mantis de 1988, au cours de laquelle la marine américaine a détruit environ la moitié des forces navales opérationnelles de l'Iran en une seule journée. La leçon tirée par l'Iran, c'est que la concurrence navale conventionnelle avec les États-Unis dans le golfe Persique était futile. Les États-Unis avaient des porte-avions, l'Iran n'en avait pas. Les États-Unis avaient des missiles de croisière capables de couler n'importe quel navire de surface, l'Iran n'en avait pas. Ce que l'Iran avait, c'était la géographie, 30 milles de littoral au nord d'Ormuz, à partir desquels de petites embarcations et des missiles terrestres pouvaient être lancés contre les étroites voies maritimes qui transportent 20 millions de barils de pétrole par jour, soit environ 20% du commerce mondial de pétrole transporté par mer. Si un point d'étranglement de 30 000 peut être fermé avec des drones à 500 $ et des mines à 12 000 $, l'Iran n'a pas besoin d'une marine capable de rivaliser avec des porte-avions. La deuxième étape est la phase de déploiement. À partir du 2 mars 2026, lorsque le CGRI a officiellement confirmé que le détroit d'Ormuz était fermé, la flotte Moustique est devenue le mécanisme d'application de cette fermeture. Les destroyers de la marine américaine qui entraient dans le détroit pour affirmer la liberté de navigation étaient approchés par des essaims de vedettes rapides que les destroyers pouvaient suivre et contre lesquels ils pouvaient se défendre, mais qui posaient un défi opérationnel entièrement différent d'un engagement naval conventionnel. L'analyse de Bloomberg du 23 avril 2026 a décrit la situation avec précision. L'ordre de Trump de tuer était le dernier signe qu'une stratégie de guerre asymétrique entravait la marine la plus puissante du monde, avec des avions et des destroyers américains forcés de suivre des vedettes rapides, évoluant en essaim dans une voie maritime vitale pour l'énergie. Les porte-avions et destroyers américains peuvent détruire en quelques jours tout ce qui appartient à l'ordre de bataille naval conventionnel iranien. Ils ne peuvent pas simultanément suivre et neutraliser des centaines de petites embarcations opérant à partir d'un littoral de 30 milles avec la précision nécessaire pour éviter de couler des navires civils au passage. Détruire une marine se vend facilement à un podium. Gérer les conséquences, c'est là que les slogans commencent à perdre de l'altitude. Le rapport du CSIS du 20 et en avril 2026, mis à jour le 24 avril, a documenté la consommation de munitions qui révélait le ratio de coût asymétrique de ce conflit avec des chiffres précis. Les États-Unis ont utilisé environ 850 de leurs 3100 missiles de croisière Tomahawk disponibles depuis le début de la guerre. Ils ont utilisé environ 1000 de leurs 4400 JASSM. Ils ont utilisé 290 de leurs 360 missiles intercepteurs THAAD, épuisant 81% de cet inventaire précis. Et ils ont utilisé jusqu'à 1430 de leur inventaire d'avant-guerre de 2330 missiles Patriot, ce qui signifie qu'ils ont consommé 61% de leur stock de Patriot. Les missiles Tomahawk coûtent environ 5 millions de dollars chacun. Les missiles Patriot coûtent environ 4 millions de dollars chacun. Les intercepteurs THAAD coûtent environ 11 millions de dollars chacun. Le reportage de l'Irish Times du 24 avril 2026, citant Helen McCusker, haute responsable du Pentagone et membre de l'AEI, ainsi que Mark Cancian, conseiller principal au CSIS, a évalué le coût total de la guerre jusqu'ici entre 25 et 35 milliards de dollars, l'estimation de Cancian étant précisément de 28 milliards. Les États-Unis ont tiré plus de 1000 Tomahawk, soit 10 fois leur rythme de production annuel d'environ 100 missiles. Reconstituer les stocks de Tomahawk, de Patriot et de JASSM à leur niveau d'avant-guerre prendra de 1 à 4 ans. Chaque tir de THAAD coûte 11 millions de dollars. Les États-Unis ont produit environ 600 Patriots pendant toute l'année 2025. Ils en ont utilisé plus de 1200 en 8 semaines. Le ratio de coût asymétrique est le chiffre précis que chaque investisseur doit intégrer. L'Iran dépense 500 $ pour lancer un drone Shahed contre un pétrolier. Les États-Unis dépensent 4 millions de dollars pour l'intercepter avec un missile Patriot. L'Iran lance une mine marine pour 5 000 $. Les États-Unis déploient une opération de déminage qui coûte... Ce n'est pas exactement le genre d'accord que les rassemblements de Trump aiment qualifier de « formidable ». L'analyse du FPRI, publiée le 6 mars 2026, a documenté que dans les 86 premières heures de l'opération Epic Fury, la coalition, dirigée par les États-Unis, avait dépensé environ 5 187 munitions de 35 types. Le seul coût de remplacement des munitions, de 10 à 16 milliards de dollars en 96 heures, voilà le moteur économique de la stratégie de la flotte Moustique. L'Iran ne peut pas gagner en coulant des destroyers américains. Il gagne en imposant des coûts économiquement et politiquement intenables. La troisième étape est la phase de levier de négociation.
C'est l'étape qui se déroule depuis le cessez-le-feu négocié par l'intermédiaire du Pakistan au début d'avril 2026. Le cessez-le-feu a créé une pause dans la campagne aérienne. Il n'a pas réglé la question du détroit, la question nucléaire, ni la question du blocus naval. L'Iran avait accepté le cessez-le-feu avec la compréhension précise que le blocus prendrait fin. Les États-Unis ont maintenu le blocus. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré explicitement que le blocus des ports iraniens est un acte de guerre. Le cessez-le-feu était structurellement contradictoire dès son premier jour. Le 17 avril, l'Iran a annoncé que le détroit serait ouvert au transport maritime commercial pendant la trêve du cessez-le-feu au Liban. Le Brent a reculé par rapport à ses niveaux élevés après cette annonce, tombant vers le bas de la fourchette des $90. Les marchés pétroliers ont brièvement intégré une normalisation. Puis l'USS Prudence a intercepté le MV Tuska. Voilà la séquence précise des événements qui a mené à l'essaim. Le 19 avril 2026, le Tuska, décrit par Trump comme mesurant près de 900 pieds de long et pesant presque autant qu'un porte-avions, voyageait de la Chine vers l'Iran en traversant le golfe d'Oman. Le CENTCOM a confirmé qu'il s'agissait du MV Tuska, un cargo battant pavillon iranien. L'USS Prudence, un destroyer lance-missiles, a donné des avertissements répétés au navire pendant une période de 6 heures. L'équipage du Tuska a refusé de s'arrêter. Le Prudence a tiré sur la salle des machines, neutralisant la propulsion. Des marines américains sont descendus en rappel sur le pont et ont pris le contrôle du navire. Trump a publié le tout sur Truth Social, le présentant comme une application réussie du blocus naval. Le quartier général central iranien, Khatam al-Anbiya, a immédiatement réagi en décrivant l'événement comme un acte de piraterie maritime, un acte d'agression et une violation du cessez-le-feu. En quelques heures, les forces du CGRI ont lancé des attaques de drones contre des navires battant pavillon américain en mer d'Oman. Aucun dommage n'a été confirmé par le CENTCOM américain. Mais l'escalade était déclarée. L'Iran avait attaqué des navires américains avec des drones en représailles à la saisie d'un navire, alors qu'un cessez-le-feu était théoriquement en vigueur. La version publiée pour la presse était simple. La version réelle est aussitôt devenue un incendie diplomatique dans la salle des machines. La quatrième étape est la phase de réescalade. C'est la phase dans laquelle on est entré le 22 avril 2026 et celle qui a directement produit l'ordre de Trump du 23 avril, ainsi que la flambée du pétrole à $106 le baril. Trump a annoncé le 21 avril qu'il prolongeait indéfiniment le cessez-le-feu tout en maintenant le blocus. Il a déclaré que les dirigeants iraniens avaient besoin de temps pour élaborer une proposition unifiée. La prolongation du cessez-le-feu est arrivée le jour même où sa période de 2 semaines expirait. Quelques heures après l'annonce de cette prolongation, le CGRI a attaqué 3 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. Le UKMTO, l'organisme britannique chargé des opérations maritimes commerciales, a confirmé la première attaque. Un porte-conteneur a été approché par une vedette armée du CGRI et endommagé. Le CGRI a ensuite annoncé avoir saisi le MSC Francesca, battant pavillon panaméen, et l'Epaminonda, propriété grecque, alors qu'ils tentaient de traverser le détroit sans autorisation. L'Iran a affirmé qu'ils avaient manipulé leur système de navigation. Les responsables maritimes grecs ont nié que l'Epaminonda s'était été capturé et ont déclaré que le navire demeurait sous le contrôle de son capitaine. Les récits contradictoires n'avaient aucune importance pour la réaction du marché pétrolier. Le Brent a clôturé au-dessus de $100 le baril le 22 avril pour la première fois en 2 semaines. Le 23 avril, le Brent a franchi les $106 à l'ouverture. Le reportage d'Al Jazeera du 24 avril a indiqué que le Brent se situait à $106 et 80 à 0, 1 H0, 0 GMT, en hausse de près de 5% par rapport à la clôture de mercredi. Le pétrole WTI se situait autour de $94 à $95. Seulement 9 navires commerciaux avaient traversé le détroit mercredi, selon la plateforme de renseignement maritime Windward, contre 15 lundi, et contre le niveau normal de 50 à 60 navires par jour, qui transportaient 20 millions de barils de pétrole avant l'opération Epic Fury. Et le 23 avril, Trump a donné l'ordre de tirer et de tuer. Les 3 études de cas historiques prouvent que la flotte moustique n'est pas un phénomène nouveau, que la stratégie navale asymétrique de l'Iran est planifiée et raffinée depuis des décennies, et que la combinaison précise de drones bon marché, de mines marines et d'un littoral de 30 milles représente la variable stratégique la plus sous-estimée dans un conflit que l'armée américaine a commencé, en détruisant la capacité navale conventionnelle de l'Iran, sans résoudre l'étranglement d'Ormuz. Première étude de cas. La guerre des pétroliers de 1984 à 1988. La phase de guerre des pétroliers de la guerre Iran-Irak a commencé lorsque l'Irak s'est mis à attaquer des pétroliers iraniens pour exercer une pression économique sur Téhéran, et que l'Iran a riposté en attaquant des pétroliers desservant les soutiens arabes du Golfe à l'Irak. Entre 1984 et 1988, plus de 500 navires ont été attaqués dans le Golfe Persique. L'opération Ernest Will de la marine américaine de 1987 à 1988 a déployé 11 navires militaires pour escorter à travers le Golfe des pétroliers kovéïtiens réimmatriculés sous pavillon américain. Pendant cette opération, l'USS Stark a été touché par 2 missiles irakiens Exocet en 1987, tuant 37 marins. Et l'opération Praying Mantis,
en avril 1988, a vu les forces américaines détruire des plateformes pétrolières iraniennes et couler ou endommager la moitié de la marine opérationnelle de l'Iran en une seule journée. La leçon de la guerre des pétroliers de 1984 à 1988 est que le détroit peut être effectivement fermé par le harcèlement et la menace même lorsque les États-Unis disposent de forces navales conventionnelles largement supérieures. Il a fallu à la marine américaine et à ses alliés 4 ans et un engagement opérationnel soutenu pour escorter les navires commerciaux dans le Golfe pendant ce conflit. Le coût pour le transport maritime mondial et les marchés pétroliers mondiaux au cours de cette période de 4 ans a été énorme. Les taux d'assurance pour le transit dans le Golfe augmentant par des facteurs de 5 à 10, et les compagnies maritimes exigeant des primes de risque de guerre qui ajoutaient 30 à 50 cents par baril de pétrole transporté. Le scénario de 2026 implique un CGRI beaucoup plus capable, doté de drones et de missiles beaucoup plus avancés que ceux que l'Iran possédait en 1988. Deuxième étude de cas. L'USS Cole, octobre 2000. L'attentat contre l'USS Cole dans le port d'Aden, au Yémen, a démontré la vulnérabilité des grands navires de guerre américains face à une attaque asymétrique menée par une petite embarcation, de manière précise et documentée. Le Cole était un destroyer lance-missile de classe Arleigh Burke de 505 pieds et 9000 tonnes, exactement de la même classe que l'USS Provence, le navire qui a saisi le Tuska. L'attaque a été menée par 2 hommes dans une petite embarcation en fibre de verre chargée d'environ 400 livres d'explosifs 4. L'impact a tué 17 marins américains, en a blessé 39, et a presque coulé le destroyer. Le coût total de l'attaque pour Al-Qaïda était inférieur à 10 000 $. Le Cole a nécessité 17 millions de dollars de réparation et est resté hors service pendant plus d'1 an. L'attaque contre le Cole est la validation doctrinale précise de la stratégie de la flotte Moustique. Une embarcation assez petite pour ressembler à un navire de port ordinaire, des explosifs assez bon marché pour être produits par centaines, et la capacité d'infliger des dommages à un navire de guerre valant plusieurs centaines de millions de dollars et nécessitant plus d'1 an de réparation. Le CGRI a passé 20 ans à construire une flotte de navires spécifiquement conçus pour reproduire et améliorer ce modèle, en ajoutant la vitesse, les capacités de drones, la capacité de poser des mines et la possibilité d'opérer en ESAM qui sature les systèmes de défense rapprochés. Le conflit de 2026 a confirmé ce que le Cole avait prouvé en 2000. Une capacité asymétrique de petites embarcations n'a pas besoin de parité navale conventionnelle pour imposer des coûts stratégiques. La marine conventionnelle iranienne est largement coulée. L'objectif stratégique de l'Iran, qui consiste à garder le détroit fonctionnellement fermé aux 20 millions de barils par jour qui y passaient avant l'opération Epic Fury, est poursuivi par la flotte Moustique. Et cela fonctionne. Troisième étude de cas. Les incidents de la guerre des pétroliers de 2019. Entre mai et septembre 2019, des forces iraniennes ou des groupes soutenus par l'Iran ont attaqué 6 pétroliers commerciaux dans le golfe d'Oman, saisi un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit et abattu un drone de surveillance américain Global Hawk au-dessus du détroit. Le marché pétrolier avait alors brièvement grimpé, mais il était revenu à des niveaux proches de la normale parce que le détroit lui-même était resté fonctionnellement ouvert et que les conditions de demande mondiale avaient modéré l'impact sur les prix. La leçon précise de 2019 qui s'applique à 2026 concerne la différence entre le harcèlement et la fermeture. En 2019, l'Iran démontrait une capacité sans la déployer jusqu'à une fermeture complète. La flotte Moustique harcelait le transport maritime sans le bloquer systématiquement. La situation de 2026 est catégoriquement différente. Le détroit est effectivement fermé depuis le 2 mars 2026, lorsque le CGRI a officiellement confirmé sa fermeture. Cette fermeture n'est pas théorique. Elle est appliquée par une combinaison de poses de mines, d'attaques de drones contre des navires tentant un transit non autorisé et d'interceptions par des vedettes armées du CGRI. Seulement 9 navires commerciaux ont transité le 22 avril, contre un flux quotidien normal de 50 navires ou plus. L'écart entre 9 navires et plus de 50 navires représente le déficit précis d'approvisionnement pétrolier qui maintient le Brent au-dessus de 100 $ après près de 8 semaines de conflit. Ces 3 études de cas se rattachent directement aux données précises du 24 avril 2026. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré à CNBC le 23 avril que le conflit représente la plus grande menace à la sécurité énergétique de l'histoire. Sa formulation précise mérite d'être conservée. 2 crises pétrolières et une crise gazière réunies. Le rapport sur le marché pétrolier d'avril 2026 de l'Agence internationale de l'énergie a documenté que les exportations des producteurs du Golfe au Moyen-Orient se sont effondrées pendant la guerre, déclenchant la plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire. Environ 13 millions de barils par jour d'approvisionnement ont été touchés. L'Agence internationale de l'énergie a libéré 400 millions de barils de réserve d'urgence le 11 mars, ce qui représente environ 4 jours de consommation mondiale. Ce prélèvement n'est pas une solution à une perturbation. C'est une mesure pour gagner du temps. Bob McNally, président de Rapidan Energy, a résumé la logique stratégique de l'Iran avec la plus grande clarté lorsqu'il a expliqué que l'Iran est prêt à manger de l'herbe pendant 6 mois pour maintenir son étranglement sur cette jugulaire, attendre que les prix du pétrole montent encore plus haut et que les actions finissent par baisser. La phrase que chaque participant au marché devrait avoir tatouée sur son terminal de négociation
C'est que l'Iran pense qu'il finira par survivre à ce conflit après avoir donné une leçon, et peut être même avec un certain contrôle sur le détroit d'Ormuz. Le contrôle du détroit d'Ormuz, permanent. Voilà ce que poursuit la flotte moustique iranienne. Non pas la destruction des porte-avions américains, non pas la défaite de l'armée américaine dans un engagement conventionnel, pas même l'annulation des frappes contre son programme nucléaire. L'objectif stratégique du CGRI est d'établir une revendication juridique et pratique permanente sur le droit de restreindre le passage dans une voie maritime qui transporte 20% du pétrole mondial acheminé par mer, en démontrant que les États-Unis ne peuvent pas maintenir le détroit ouvert à un coût économiquement et politiquement soutenable. 3 faux récits sur la flotte moustique et la crise actuelle d'Ormuz faussent l'analyse des investisseurs et des décideurs. Le premier faux récit est que l'ordre de Trump du 23 avril représente une escalade qui forcera l'Iran à reculer. Ce n'est pas le cas. Et l'analyse de la Commonwealth Bank of Australia publiée le 24 avril a explicitement énoncé la conclusion inverse. Plus le détroit reste fermé longtemps, plus les coûts économiques augmentent, ce qui accroît la probabilité qu'un des deux camps soit forcé de reculer. Leur jugement est que les États-Unis seront les premiers à reculer en raison de coûts politiques et économiques croissants. C'est la partie gênante qui manque à la version pleine de coups de menton. La facture, elle, ne fait pas le salut militaire quand elle arrive. Cette analyse n'est pas anti-américaine. C'est une reconnaissance de la structure de coûts asymétrique. Les États-Unis dépensent des millions par interception. L'Iran dépense des centaines par drone. Les États-Unis ont consommé 81% de leur inventaire de THAAD en 8 semaines. La flotte moustique iranienne n'est pas limitée de la même façon. L'ordre de tuer autorise à tirer sur de petites embarcations qui posent des mines. Il ne résout pas la question des mines déjà posées. Il ne résout pas les attaques de drones depuis des positions terrestres. Il ne résout pas la capacité du CGRI à faire réapparaître des vedettes rapides depuis des positions côtières plus vite que les forces américaines ne peuvent les identifier et les neutraliser. Le deuxième faux récit est que le déplacement d'Arakchi à Islamabad pour des pourparlers le 24 avril signale que l'Iran est prêt à conclure un accord qui rouvrira le détroit. Ce n'est pas le cas. Les points de blocage précis sont constants depuis que le cessez-le-feu a été négocié. Le blocus naval américain, le sort des stocks d'uranium de l'Iran et la nature des garanties de sécurité ou des concessions politiques qui accompagneraient tout accord nucléaire. La position de l'Iran, énoncée à plusieurs reprises par Arakchi, est que le blocus des ports iraniens est un acte de guerre et que le blocus doit prendre fin comme condition préalable à tout progrès diplomatique significatif. La position des États-Unis, énoncée par Trump, est que le blocus continue, peu importe le statut du cessez-le-feu. Deux positions structurellement incompatibles ne deviennent pas compatibles parce que les parties se trouvent dans la même ville. La baisse du Brent vers 104 $ le 24 avril, à l'annonce du déplacement d'Arakchi, reflète l'espoir persistant et constamment puni du marché pétrolier qu'un accord soit proche. Une séance photo peut mettre des responsables dans la même pièce, elle ne peut pas faire disparaître un blocus sous les applaudissements. Le troisième faux récit est que, même si le détroit rouvre, les prix du pétrole reviendront rapidement à leur niveau d'avant-guerre. Rory Johnston, fondateur de Commodity Context, a décrit précisément la réalité dans son analyse d'avril, citée par CNBC. Toute réouverture déclencherait une baisse immédiate de 10 $ à 20 $ des prix du brut, en raison du débouclage spéculatif. Mais le soulagement serait temporaire. Les goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement, les dommages aux infrastructures et les interruptions persistantes de production maintiendraient le marché tendu, ancrant probablement le Brent dans une fourchette de 4,20 $ à 4,20 $ plutôt que de le ramener au niveau d'avant-crise, autour de 70 $ à 72 $. Les dommages physiques aux infrastructures pétrolières après près de 8 semaines de conflit, les ajustements de primes d'assurance qui persisteront pendant des mois après tout cessez-le-feu, la réorganisation des routes maritimes mondiales et l'épuisement des réserves d'urgence de l'Agence internationale de l'énergie, qu'il faudra reconstituer, créent tous un plancher structurellement plus élevé pour les prix du pétrole, indépendamment de la réouverture du détroit demain. La situation précise du 24 avril 2026 a une signification concrète pour chaque investisseur, chaque propriétaire d'entreprise et chaque Américain qui paie à la pompe. Un Brent à 106 $, le baril est environ 47% au-dessus de son niveau d'avant-guerre du 27 février 2026, qui était d'environ 72 $. Cette hausse de 47% du prix du pétrole se répercute dans l'économie mondiale depuis 8 semaines. Aux États-Unis, les prix de l'essence en Californie ont dépassé 5 $ le gallon pendant la deuxième semaine de mars, selon la documentation de Wikipédia sur la crise. Les données d'inflation de mars et d'avril saisiront l'impact du choc pétrolier que l'Agence internationale de l'énergie prévoit comme ajoutant plusieurs points de pourcentage aux indices des prix à la consommation dans les économies développées et en développement simultanément. Cet impact inflationniste est la raison précise pour laquelle Jerome Powell ne peut pas réduire les taux. C'est la raison précise pour laquelle la nomination de Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale représente un resserrement belliciste plutôt qu'un assouplissement de la politique monétaire. C'est la raison précise pour laquelle la pontification baissière de la courbe des taux que nous avons documentée est entraînée par une force structurelle qui ne se résout pas lorsqu'un cessez-le-feu est annoncé.
Si le Brent reste à 100 $ après tout cessez-le-feu, ce que l'analyse de Rory Johnston suggère comme un scénario de base raisonnable, la prime d'inflation dans les rendements des bons du Trésor américain à long terme demeure intégrée. Le rendement du Trésor à 10 ans ne revient pas à 3, 5% quand l'essence reste à 5 $ le gallon. Aucun slogan de rassemblement n'a encore été découvert qui permette de faire passer l'essence à 5 $ pour de la prospérité. Pour les bénéfices des entreprises, le choc pétrolier de la guerre avec l'Iran est la variable précise que l'analyse d'IG International a identifiée comme la principale incertitude dans les prévisions de résultats du premier trimestre 2026. L'essentiel de l'activité commerciale du premier trimestre a précédé la guerre. Les prévisions du deuxième au quatrième trimestre devront intégrer des coûts énergétiques plus élevés, des coûts de transport plus élevés, et une baisse du revenu disponible des consommateurs à mesure que la destruction de la demande causée par le choc pétrolier se transmet à l'économie. Les conférences téléphoniques de résultats des Magnificent Seven documentées dans le script de résultats code rouge produiront cette semaine des prévisions qui reconnaîtront ces vents contraires pour le second semestre de 2026 ou qui afficheront un faux optimisme que les trimestres suivants corrigeront brutalement. L'analyse des munitions du CSIS mise à jour le 24 avril 2026 contient la conclusion à long terme la plus importante en matière de défense et de géopolitique après 8 semaines de conflit. Reconstituer les stocks de missiles, y compris les Tomahawk et les Jazz SM, à leur niveau d'avant l'opération Epic Fury prendra de 1 à 4 ans, et ces munitions seront essentielles pour un conflit potentiel dans le Pacifique occidental. L'architecture de dissuasion pour Taïwan, la mer de Chine méridionale, et toute confrontation future avec la Chine dépend de stocks de Patriot et de tas suffisants pour défendre de manière crédible les alliés des États-Unis contre des attaques de missiles balistiques. L'inventaire de THAE est à 19% de son niveau d'avant-guerre. L'inventaire de Patriot est à 39%. Le risque pour la posture de dissuasion dans le Pacifique occidental, explicitement documenté par le CSIS, est la conséquence géopolitique à plus haut enjeu de la guerre avec l'Iran, que aucun média financier n'a quantifié en termes que les investisseurs peuvent intégrer dans leurs décisions de portefeuille. Le 23 avril 2026, Trump a ordonné à la marine américaine de tirer et de tuer tout bateau iranien posant des mines dans le détroit. Cet ordre est la réponse correcte à une menace asymétrique qui garde 20 millions de barils de pétrole par jour enfermés à l'intérieur du golfe Persique. C'est aussi un ordre qui révèle la contrainte précise à laquelle l'armée américaine fait face. La marine conventionnelle la plus puissante du monde, équipée de destroyers à 5 milliards de dollars et de porte-avions à 12 milliards de dollars, doit maintenant traquer des vedettes rapides dans un chenal de 34 km de large, et ces vedettes rapides disposent de drones à 500 $. Il est difficile de présenter cela comme une domination totale quand la mission consiste désormais à pourchasser des vedettes rapides dans une artère pétrolière mondiale. Après l'ordre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, qui avait affirmé que la prolongation du cessez-le-feu ne signifiait rien, a annoncé qu'il se rendrait à Islamabad pour parler de paix. Le Brent a légèrement reculé, passant de 106 $ à 104 $. Le CGRI a continué de retenir les 2 porte-conteneurs saisis le 22 avril. Le CENTCOM américain a confirmé que le blocus a désormais forcé 31 navires à faire demi-tour, principalement des pétroliers. Trump a déclaré dans un communiqué qu'il donnait à l'Iran le temps de formuler une proposition unifiée. 9 navires commerciaux ont traversé le détroit d'Ormuz le mercredi 22 avril. Le débit quotidien normal est de 50 navires ou plus. La différence entre 9 et 50 représente environ 800 millions de dollars par jour en commerce pétrolier, par jour, pendant 54 jours. La perturbation économique accumulée découlant de la fermeture effective du détroit est la plus importante depuis l'embargo pétrolier de 1973, selon l'évaluation explicite de l'Agence internationale de l'énergie, et la flotte moustique continue d'opérer. Les pourparlers d'Islamabad doivent aborder les points de blocage précis du blocus et du stock d'uranium, qui ne sont pas des abstractions diplomatiques, mais des contraintes mathématiques que les situations politiques intérieures des deux camps les empêchent tout simplement d'accepter. Et le taux précis d'épuisement des THAAD documenté par le CSIS le 24 avril est la donnée unique la plus importante pour comprendre combien de temps l'armée américaine pense avoir avant que l'équilibre de ce conflit doive passer des opérations de combat à une résolution diplomatique. 9 navires, 54 jours, 106 $ le baril, 360 intercepteurs THAAD avant la guerre, 70 restants. La flotte moustique est passée à l'action et l'ensemble de l'économie mondiale continue d'en payer le prix. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.